Bonjour et bienvenue au podcast Premier Visionnement. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant d'un film ou d'une série de films. Il est important de prendre en note que si vous n'avez pas encore écouté le film à discuter aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. Bienvenue à Crystal Lake. Aujourd'hui, nous parlons de Vendredi 13, chapitre 4, sorti en 1984 et réalisé par Joseph Zito, avec Kimberly Beck, Corey Feldman, Eric Anderson, Crispin Glover, Lawrence Monoson et Ted White. Je suis Mathieu et l'ordinateur a dit qu'on va s'amuser aujourd'hui. Alors, bienvenue dans la série des slashers Freddy et Jason que j'ai commencé il y a quelques mois. On est en train de faire tous les films de Vendredi 13 et les films de Les Griffes de la Nuit. Là, on n'a pas encore fait un film Les Griffes de la Nuit. Ça va aller à la prochaine fois que je vais continuer cette rétrospective-là. C'est une rétrospective que je fais là, comme en combo. Une question c'est chronologique. Dans le fond, juste pour un peu se rembarquer dans le temps puis pouvoir voir un peu les deux personnages, comment ils ont vécu là, avec la commercialisation et tout ça. Puis comme la montée du slasher et la descente dans les années 80, puis ensuite de ça, ben, on va avoir éventuellement un film où on va combiner les deux personnages. Mais ça va aller pas mal plus tard là, dans la rétrospective. Puis les deux personnages aussi vont avoir un reboot un peu dans les mêmes temps. Fait que, tu sais, dans le fond, il y a des parallèles à faire avec ces deux personnages-là. Puis c'est juste pour s'amuser une fois de temps en temps. On parlait de films d'horreur pour un peu faire de changements là, avec les films de DC que je fais en parallèle ou les films de Godzilla et de King Kong que je fais avec Christophe en parallèle. Alors, juste avant de commencer, je vais parler de juste que vous pouvez aller sur premiervisionnement.com où ce que tous les podcasts que je fais, ils sont là, sont tous rassemblés par série. Vous pouvez tous voir le catalogue du podcast. En parallèle aussi, je fais des séries de Star Trek, tout ce qui est le nouvel univers, la série Lower Decks, la série Picard et la série de Discovery. Il y a un onglet spécial pour Star Trek, fait que vous pouvez cliquer là-dessus puis vous pouvez voir chaque épisode qui ont été faits dans les séries respectives. Alors, retournons au film de Vendredi 13, 4. Dans le fond, le troisième film devait conclure l'histoire. Ça devait être comme une trilogie. Puis là, ben, c'était pas assez clair. Fait que c'est sûr que c'était des films qui coûtaient environ 2 millions à faire par année pour la production. Puis c'est des films qui rapportaient 30, 40 000, ou plutôt des millions. Là. Fait que c'était très rentable pour Paramount ou les distributeurs. Fait que c'est sûr que avec de l'argent de même, ben c'est sûr qu'on pense en faire un autre. Le problème, c'est qu'on a le producteur Frank Mancuser Jr. Lui, il veut se faire une renommée, mais les films de Vendredi 13, c'est des films qui n'ont pas nécessairement une bonne renommée. Ils font de l'argent, mais ils n'ont pas une bonne renommée. Fait que le gars il dit, regarde, je vais faire un coup, je vais flairer la série, on va faire un dernier film, on va l'appeler le chapitre final, puis ça va être la fin du personnage. On va faire de l'argent, mais au moins pour les fans de la série, ben on va avoir une fin, puis ça va finir là. Ce qui était un peu l'idée à la fin du troisième film, mais en tout cas, c'était pas clair. Là. Ça a l'air que les fans ont eu le dessus pour vouloir une suite. Ou peut-être juste une question d'argent aussi. Tu sais, c'est pas clair. Quand on regarde tous les documentaires, là, il y en a qui disent c'est de la réputation, il y en a qui disent c'est de l'argent. Fait que c'est quoi exactement? Moi, je pense que c'était plus une question d'argent rendu là, que c'était bien rentable pour les producteurs. On peut mettre l'emphase sur le fait que le producteur, lui, il veut montrer sa face pour dire non, je fais des bons films bien respectables, mais je fais pas ces cochonneries-là, en guillemets, de Vendredi 13. Je fais juste faire ça pour de l'argent, mais tu sais, je veux pas être vu pour faire ça. Mais à quelque part, c'est un businessman, il veut faire de l'argent, fait que on a fait le chapitre ultime là, avec la fin de Vendredi 13 avec le chapitre 4. On va remarquer que le film, comparé aux trois premiers, où ils avaient sorti successivement chaque année, ce film-là, il devait sortir l'année suivante après le troisième, mais on a donné un temps de plus, le temps là, qu'on puisse monter le film, parce que c'était vraiment pas certain qu'on allait faire le quatrième. Là. On l'a fait un peu par la suite. Je pense que, comme j'ai dit, là, c'est une question d'argent. On était plus motivés à se dire, bon, ben, c'était le fun, avec le peu d'investissement, on faisait un gros profit. Fait que, moi, c'est comme ça que je vois ça.
Mais on est allé chercher le réalisateur Joseph Zito, que lui venait finir un film qui s'appelle The Prowler. Je sais pas si vous avez vu ce film-là. C'est un film d'horreur, c'est un slasher, c'est pareil comme Vendredi 13. C'est sûr que c'est plus underground, c'est moins dispendieux, c'est un film qui est très cheap. Mais c'est un film qui ressemble beaucoup au film de Vendredi 13-4. Je l'ai pas vu récemment pour le podcast, j'aurais aimé ça l'écouter, mais j'ai pas pu. C'est un bon petit film. Je veux dire, si maintenant vous aimez le film d'aujourd'hui, ben il fit bien avec le film d'aujourd'hui. Juste rechercher ça, dans le fond, le film The Prowler, mais c'est vraiment un film là, qui est pareil comme le film d'aujourd'hui là, en fait de ton. C'est très similaire. Fait que on est allé chercher le réalisateur de ce film-là. Puis, dans le fond, c'est lui, puis un autre monsieur qui va avoir écrit le scénario, puis qui va avoir réalisé le film. Comme les 3 précédents Vendredi 13 ont fait, ben, ce film-là, il va pas échapper à la règle. Le but du film, ça reste à tuer du monde de la manière la plus créative possible. Peut-être que même aujourd'hui, on va avoir des manières plus créatives comparées aux derniers films. Les derniers films. La dernière fois, c'était plus une question 3D. On essaie de s'arranger pour que ce soit juste la 3D. Là, ben, on va retourner comme un peu à un état brut, puis chercher vraiment toute manière de tuer plein de, on va dire, des adolescents. Mais en fait, l'histoire, il n'y a pas vraiment là, d'idées approfondies. C'est sûr qu'on va essayer d'apporter des nouveaux types de personnages. On va apporter la famille Jarvis, où on a une mère divorcée. On a ses 2 enfants avec elle, puis on a le chien. Quelque chose qu'on n'avait pas vu dans le film des autres de 1, 2, 3. Fait que on essaie de rapporter une dynamique différente, montrer plus des gens normaux, en guillemets, là, pas juste des adolescents qui veulent foirer. On met quelque chose de nouveau, puis plus une autre idée où que ces gens-là peuvent être en danger aussi. Pas juste des personnes là, qui sont pas à la guerre puis qui pensent juste au sexe puis à boire. On a des gens qui font la belle vie, la belle vie en tout cas, ils ont une vie toute bien rangée, que finalement aussi la tragédie arrive chez eux. Fait que c'est des choses qu'on a voulu apporter dans ce film-là pour faire différence avec les 3 derniers films. Mais pour la globalité, c'est sûr qu'on ne cherche pas à faire une grosse synthèse sur le film puis tout penser les choses. On a rajouté des petits détails de même, comme j'ai dit, mais ça reste toujours un film où on essaie de se divertir en trouvant des manières créatives de tuer les gens. Trois fois déjà, il a frappé. Jason est de retour. Il rôde comme une ombre dans la nuit et le silence. Sarah, tu as changé d'avis? Il ne dit pas un mot. Il ne semble même pas respirer. Je le vois pas, dis-moi où tu l'as rangé. Au hasard, sans pitié, il tue et tue encore. Et désormais, le règne de Jason est terminé. Alors, le film ouvre avec un montage des 3 premiers films. Le réalisateur, c'est un monsieur que je pense qui est un peu orgueilleux, puis il se pense peut-être un petit peu mieux que ce qu'il est, dans le fond. Je veux pas nécessairement parler contre lui, c'est peut-être pas vraiment mon idée, mais quand on va peut-être en parler une couple de fois là, pendant le film, il a pas fait nécessairement une bonne ambiance sur le plateau de tournage, mais lui c'était pas son idée aussi là, de faire le montage au début puis qu'on ait un montage du film, mais tu sais quand on écoute le commentaire audio, ben il est capable de l'avouer que quand même ça fait bien au montage. Dans le fond, on a comme les 3 premiers films tout montés pour se rendre pile où le film va commencer. Puis je trouve qu'honnêtement, c'est parfait pour monter, pour préparer le film. On revient. Puis si maintenant on n'a pas vu les 3 premiers films, ben on a un montage super rapide pour nous montrer qu'est-ce que c'était les 3 premiers films, juste pour nous mettre à jour. Faut pas oublier que oui, ces films-là étaient sur vidéocassette, on pouvait les louer.
Mais tu sais, quand t'es rendu au cinéma, puis tu te dis, bon, ben, qu'est-ce que je vais voir? Des fois, t'es juste pogné à quelque part, tu veux sortir. Mais là, si t'as pas vu les 3 premiers films, ben, tu sais, en guillemets, tu t'es fait avoir à quelque part. Fait que faire un montage au début du film, dire où ce que t'es, quelque chose qu'on fait plus vraiment aujourd'hui. Puis ça, je comprends pas tout à fait pourquoi quand même on le fait pas. Je comprends que tous les films sont accessibles par Netflix ou n'importe quelle autre plateforme là, de streaming. Je comprends que c'est facile, mais quand t'es rendu au cinéma puis tu veux écouter un film, tu te dis, bon, mais quel film que je vais voir? Puis, c'est sûr qu'on est dans un autre temps aujourd'hui, puis on peut même prendre nos billets d'avance. Mais quand on arrive quand même au 4e film dans une série, ben, c'est le fun de juste avoir une petite récapitulation de qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, puis tu sais, juste qu'est-ce qu'on veut suivre, puis en même temps, ben, souvent ces petits montages-là, ils vont nous rappeler des 3 premiers films, puis qu'est-ce qu'on a besoin essentiellement de savoir pour le film qu'on va écouter aujourd'hui. OK, c'est beau, il n'y aura pas vraiment là, de ligne directrice avec les 3 premiers films, puis le film d'aujourd'hui, mais c'est quelque chose quand même qui aide pour se dire, ben, on est rendu là dans l'histoire, puis en même temps, ben, le montage est tellement bref que ça donne pas de spoiler pour les 3 premiers films. Ou tu sais, on a vu des bons bouts, mais il reste encore plein de choses à voir. Ça peut aider les gens à vouloir aller voir les 3 premiers films aussi. Puis en même temps, ben, ils sont prêts pour écouter le film d'aujourd'hui. Fait qu'après le montage, ben, on a le générique avec Harry Manfredini qui fait encore la musique comme qu'il a fait pour les 3 premiers films. Il va revenir, il va oublier le disco du dernier film. On va revenir vraiment avec une trame sonore traditionnelle des 2 premiers films. Je dirais que je trouve ça le fun d'un côté de revoir un peu le traditionnel. Puis on se sent vraiment là, dans Vendredi 13. Puis la musique était plus sombre et plus dangereuse, si on veut, en fait, de sonorité. Puis la manière que lui fait son orchestration, c'est tout le temps ça tombe ses nerfs. Puis c'est ça le but, c'est de tout le temps essayer de faire le plus de stress possible. C'est sûr que j'avais bien aimé la version disco de Vendredi 13-3. Bon, est-ce que j'aurais voulu avoir quelque chose de différent qui fit plus avec l'époque? Peut-être quelque chose de plus synthétisé, un petit peu moins disco, il aurait pu faire quelque chose de même. Mais plus, là, le fait qu'on est le dernier film, on revient aux sources. Je pense que c'était une bonne idée. Si vraiment l'idée en arrière, c'était de vraiment faire le dernier film, on revient aux sources, on boucle la boucle. Puis le film, il va fitter pas mal avec l'ambiance des 3 premiers films, mis à part le disco du 3e. Ben, tu sais, juste qu'on ait un peu un sentiment plus danger, là, comme dans les 2 premiers films. Qu'on revienne à ça, ben, je trouve que c'est quand même important. Puis, bien que c'est de la musique, tu peux pas arriver puis siffler ça. Ça fit avec le film quand même. Puis je suis pas fâché que ça revienne au genre original. Dans le générique, on va remarquer quelque chose que j'ai fait cette fois-là en regardant le générique. C'est basé sur les personnages écrits par Victor Miller. Puis 2 autres personnes. Mais je vais remarquer là-dedans qu'il n'y a pas de Sean Cunningham. Tu sais, quand on parle de ça, ce que je veux dire par là, c'est que présentement, il y a une poursuite de Victor Miller puis de Sean Cunningham, l'écrivain du film original, puis le réalisateur du film original, que lui, Cunningham, ben, il poursuit Victor Miller pour les droits de Vendredi 13, et Vendredi 13 qui a été écrit par Victor Miller, fait que ça sort de sa tête. Puis là-dedans, ben, la poursuite, c'est pour avoir le personnage là, de Jason Voorhees, savoir qui a le personnage de Jason Voorhees, qui a le nom de Vendredi 13. Le producteur il dit, moi je suis arrivé avec le nom Vendredi 13, puis donc ça m'appartient. Mais Victor Miller, ben, il dit, ben lui, il a écrit ça, tout est de sa plume à lui, fait que c'est lui en bout de ligne qui a le droit à avoir tout. En fait d'écriture, quand on fait un nouveau Vendredi 13, ben c'est son nom qui doit apparaître, fait que c'est tout un peu une chose à éclaircir, puis c'est pour ça qu'on n'a plus de nouveaux films de Vendredi 13 là, depuis plusieurs années, parce que c'est clair qu'avec le dernier Halloween qui est sorti là, en 2018, c'est sûr qu'on aurait planché sur un autre Vendredi 13 tout de suite, puis on aurait probablement eu un depuis le temps. Mais toute cette histoire-là ben, est en train de vraiment prolonger les choses. Puis c'est pour ça qu'on n'a pas de nouveau Vendredi 13 à aller voir au cinéma. Le film ouvre proprement par la suite. On va retourner au même endroit qu'on était là, dans Vendredi 13 3 avec la grange. On voit même la maison à côté.
je trouve que c'est une belle manière de partir le film. On ne repart vraiment exactement où ce qu'on était là, une fois que Jason avait reçu la hache dans la tête. Je sais pas s'il était vraiment à la même place. En écoutant le réalisateur, il dit qu'il était à la même place, mais je ne sais pas s'ils sont vraiment tous allés à la même place. Mais ça semble vraiment être le même endroit. Puis c'est drôle comment que c'est fait, parce que je trouve que la géographie a l'air à mieux se montrer dans la manière que c'est filmé là, dans le film d'aujourd'hui, plutôt que c'était là, dans le film de Vendredi 13-3. Puis tu sais, le film, il commence quand même assez grandiose. On a plein d'affaires qui se passent là, pendant cette scène-là. Il y a un hélicoptère, il y a plein de voitures de police puis d'ambulances. On voit qu'on a du monde, quelque chose qu'on n'avait pas vraiment vu là, dans les 3 premiers films. On a mis ça un petit peu plus grandiose pour commencer le film. C'est sûr que on regarde le film, on pense pas nécessairement à ça. Mais quand il pense, on commence à juste faire des calculs. C'est des choses qui coûtent plus cher à faire déjà qu'en montant le film là, pour le premier plan. C'est quelque chose qui a question là, de réalisation. Quand on pense à ça, il y a beaucoup d'affaires qui se passent. Puis la coordination de toutes les personnes, les acteurs et toutes les voitures qui passent, tout ça. C'est quelque chose qu'on n'avait pas vraiment vu là, depuis le temps. Fait que on part un petit peu plus grandiose sur l'échelle de Vendredi 13 si on veut. Puis après ça, on va se diriger à l'hôpital. On va suivre Jason sur sa civière. On va voir du monde qui pleure en arrière. C'est vraiment étrange parce que t'écoutes le réalisateur, qu'est-ce qu'il dit sur son commentaire. Il dit que c'est supposé être de la famille des personnes qui se sont fait tuer là, dans le dernier film. Ils n'ont pas jamais filmé ça, dans le fond, pour pouvoir faire le lien. Ils n'ont pas eu le temps de vraiment filmer la séquence. Ils ont juste fait ça quelque part, puis les gens, ils se font dans leur tête, ils décideront qu'est-ce que c'est. Moi, pourtant, c'est vraiment ça que ça m'a tout le temps passé par la tête. Je me suis dit, c'est des gens qui connaissaient là, du monde, qui se sont fait tuer par Jason. Fait que dans le fond, lui, qu'est-ce qu'il voulait faire? C'est ça que j'ai vu par la suite. Il y a juste personne qui arrive et qui nous le dit en pleine face. C'est la famille des motards du 3e film, ou de n'importe qui. De toute façon, on va avoir un personnage plus tard qui va nous ramener avec un personnage du 2e film. Fait qu'on n'avait pas besoin de ça tout le temps, là, nous rappeler qu'il y a des gens qui ont été tués par Jason là, dans les derniers films, puis qui ont de la famille. Mais je trouve que avec cette petite idée-là, on a réussi à passer le point. Ce qu'on peut penser aussi, une fois qu'on est rendu à l'hôpital, c'est qu'il y a 2 personnes dans cet hôpital-là. Il y a le coroner, puis il y a l'infirmière. On dirait qu'il y a 2 personnes là, dans cet hôpital-là. Mais, tu sais, comme dans Vendredi 13-2, où il y avait peut-être 5 personnes dans tout l'hôpital, il y a un personnel réduit, puis ça a l'air aussi là, qu'en bordure de Crystal Lake, il y a un personnel réduit aussi. Jason, il va être embarqué dans un des congélateurs, mais finalement, on va oublier de bien fermer la porte. Ça, d'après moi, c'est un bon hasard pour Jason, rendu là. Il va y avoir, c'est ça, les 2 personnages, les 2 seules personnes qui sont dans l'hôpital, ils vont se tenir ensemble, puis finalement, le gars, dans le fond, il veut s'amuser avec l'infirmière, mais finalement, elle va foutre son camp. Puis Jason va en profiter comme pendant que l'autre est tout seul. Puis il va comme carrément là, il virer la tête à 180. C'est un film qui part assez brutal, en fait, là, de premier meurtre. Mais on est là pour ça. Je veux dire, juste prendre la tête puis carrément la virer de bord. Puis après ça, il va retrouver l'infirmière au travers de tout l'hôpital. Puis il va la tuer elle aussi sur place. Puis ça, juste avec un scalpel. Mais ça, ce que je vais remarquer, là, juste avec les 2 scènes, c'est que Jason, l'acteur qui fait lui-même, qui fait Jason, c'est un monsieur qui avait genre 58 ans, autant là, quand ils ont filmé le film. Je sais pas vraiment qu'est-ce que l'acteur a déjà fait dans sa carrière. C'est un cascadeur, dans le fond. Mais c'est un acteur qu'on peut revoir là, dans certains autres films. Là. Je lui ai déjà vu la face à une coupe de place. Puis je me dis, juste dans sa posture, on sent vraiment comme une genre d'agressivité, la manière qui est démontrée. Quelque chose qu'on n'avait pas vraiment vu depuis le début. On peut comme sentir quasiment que vraiment il est agressif. On avait Jason dans le 2e film qui était plus fonceur, puis comme, je veux pas dire naïf, mais on voyait qu'il y avait comme une fragilité au personnage. Dans le dernier film, on voyait qu'il était plus nonchalant.
puis il y avait comme plus d'aisance. Mais cette fois-là, on voit que vraiment, il y a comme vraiment là, une rage en arrière. Peut-être qu'il n'a pas aimé avoir une hache dans la tête, ce qui est comme tout à fait normal. Mais pourquoi qu'il s'est comme levé, puis il dit, bon, ben là, c'est assez. Moi, je veux dire, je tue, puis c'est tout. Ça va rester quelque chose que je trouve un petit peu nono. C'est le début, on fait toute une grosse affaire pour commencer le film. Comme j'ai dit, là, c'est à l'échelle de Vendredi 13, avec l'hélicoptère et toute la mise en scène là, qu'on avait faite là, pour montrer la fin du 3, puis qu'on avait comme une continuité. Mais en bout de ligne, Jason fait juste se relever. Il y a comme rien qui va le renaître. Il est juste comme pas mort d'une hache dans la tête. Il n'y a pas besoin de passement à rien. C'est sûr qu'on voit pas le top de sa tête en partant. Ça, c'est une affaire que je trouve quand même assez particulier. T'sais, on va voir que Jason il a son masque. On voit comme tout le temps des plans rapides parce que la caméra est pas capable de se placer à un endroit où on voit pas sa face. Mais on fera jamais vraiment là, de plan sur la face à Jason avant très tard dans le film. Puis on est comme revenu à les 3 premiers films aussi, où ce qu'on le voyait pas pour la plupart du film. On reste quand même le personnage de Jason, il reste pas tout dévoilé. On le garde dans l'ombre, on s'arrange pour le moins possible le montrer à l'écran. Puis ça, je trouve ça le fun. Ça garde notre meurtrier mystérieux, même si on sait c'est qui. Il reste quand même mystérieux, puis plus tard, quand on va le voir dans le film, il va avoir pas mal plus d'impact que si, mettons, on l'aurait vu tout pleinement là, depuis le début du film. Le seul plan où on pouvait vraiment le voir au complet, c'était quand il était dans la grange à terre. C'est là où on pouvait vraiment voir comme sa face, puis c'était lui. Mais tu sais, il n'y avait pas de gros plan, on faisait juste le voir avec une distance. Fait qu'une fois l'hôpital terminé, ben, Jason il se redirige vers Crystal Lake. C'est là qu'on va avoir l'introduction là, de la famille Jarvis. On va avoir la mère puis ses 2 enfants et leur chien, comme la famille parfaite, où toute la joie règne dans la famille. Puis on va avoir aussi l'introduction là, de pas mal tous nos campeurs. On a Jimmy, Ted, Paul, Samantha, Sarah et Doug. Puis plus tard, ben, il va y avoir des jumelles qui vont se rajouter au groupe Terry et Tina. Il y a juste une affaire avec les campeurs. Tu sais, dans le fond, eux autres, on sait qu'ils vont tous se faire tuer. Ça, c'est clair, ils sont là pour ça. La famille Jarvis, eux autres, on peut se dire peut-être qu'ils vont tous survivre. C'est là où je parlais un petit peu là, dans la section des idées du film. T'sais, on peut des fois se dire que c'est juste ceux-là qui pensent au sexe puis la drogue qui vont se faire tuer. Fait que tous ceux qui arrivent avec la voiture, là, la station, ben, eux autres vont se faire tuer. Puis la famille va réussir à survivre à Jason parce que eux autres, ils font tout bien. Fait que c'est juste comme j'ai parlé dans l'autre section. Puis je trouve que la manière qu'on a tout apporté ça, ben. C'est une belle manière. Puis ça nous donne quand même un peu l'idée qui va survivre, qui va pas survivre. Comme qu'on sait qu'il y a une voiture pleine de personnes qui vont se faire tuer, mais la famille, ben, ça nous donne l'idée que peut-être que les autres vont survivre. On va en parler là, dans quelques minutes de ce qui se passe avec chaque personnage. Mais entre-temps, ben, on va avoir une autostoppeuse qu'elle va manger une banane, puis Jason va arriver à côté. C'est une scène qui est complètement ridicule dans le fond. La fille, elle fait juste manger sa banane, puis Jason arrive en arrière, puis il rentrait un couteau dans la gorge. Et comme je dis, la manière que c'est juste démontré, il est sauvage, il est brutal. Juste l'effet de voir la banane qui écrase, on s'entend, c'est juste une banane. Mais la scène, je trouve qu'elle est très efficace. Fait que nos campeurs vont arriver à leur maison. C'est la maison qui est carrément en face de la maison des Jarvis. C'est quoi exactement? Il y a 2 maisons perdues dans le bois. Ils ont loué une maison qui est carrément en face d'une autre maison, mais je me dis juste, est-ce que ils sont loués ou exactement c'est quoi cet endroit-là? Parce que si pour avoir 2 maisons en bordure d'un lac, pourquoi qu'elle doit être en face d'une autre maison? Pourquoi qu'elle n'est pas placée ailleurs? Si on aurait vu Madame Jarvis à quelque part rentrer en contact avec eux autres pour les arrangements, les affaires de même, j'aurais plus compris. Mais tu sais, peut-être que je cherche un petit peu trop loin. C'est juste une gang de personnes qui ont loué une maison puis vont s'amuser pour une fin de semaine puis vont repartir après. Mais
tous les campeurs, que je vais les appeler de même, on a Jimmy et Ted. Les autres, ils vont jaser comme ensemble tout le long. Ils vont suivre les autres personnages qui sont avec eux. Il y a le couple de Paul et Samantha. Il y a le couple à devenir de Sarah et Doug. Mais c'est quoi qui les relie ensemble? Tu sais, je comprends que c'est tous des amis, probablement. On ne les voit pas vraiment interagir entre eux. Puis je me dis juste, Jimmy, lui, vient de casser avec sa blonde, puis ça va mal, puis il est un peu dépressif. Ted, il est là, il va écouter son Walkman, puis il va faire le grand connaisseur des femmes, puis il va sortir son ordinateur, puis ben c'est pas son ordinateur, mais son ordinateur virtuel, puis il va donner des conseils à Jimmy, ce qui est dans le fond ironique, parce que dans le fond, ça va être Ted qui va se ramasser tout seul avant qu'il se fasse tuer, tu sais. Mais c'est quoi le lien entre tous les personnages? Parce que il n'y a pas l'air d'avoir de chimie, ou ils n'ont pas l'air à vouloir tout être ensemble. Il y a vraiment comme 3 groupes dans le groupe de 6. Puis honnêtement, ben, dans ce genre de film-là, ben, c'est sûr qu'il va y avoir 2 jumelles qui vont se rajouter au groupe, puis qui va faire plus une logique dans les choses. Mais je me dis, juste 2 gars qui sont tout seuls, qui se joignent à 2 couples, puis qui ont même pas vouloir. On dirait qu'ils veulent pas avoir vraiment d'interaction entre eux autres. Ben, c'est juste que ça ne fit pas quand on regarde ça. Mais en tout cas, peut-être que c'est des choses qu'on avait vues plus là, dans les 3 premiers films. Tous les campeurs où c'était des moniteurs qui interagissaient ensemble. Là, on va plus les disperser, puis ils vont plus être en groupe. Ça, c'est plus une question de montage. C'est sûr qu'à quelque part, ils vont aller tous se baigner ensemble, puis on peut voir qu'ils sont ensemble. Mais la manière que le restant du film est filmé, ben, ils ont vraiment l'air d'être tous séparés. Ben, c'est sûr aussi, dans un groupe d'amis, ben, ça veut pas dire que tu t'entends tout le temps à 100% avec les autres membres du groupe. Des fois, il y en a qui ont plus d'affinité que d'autres. Il y en a qui suivent parce qu'ils sont plus l'ami d'un autre. Des affaires de même. Mais je me dis juste que Jimmy et Ted ont l'air d'être vraiment plus à part des autres. Entre-temps, on va avoir eu l'introduction aussi du personnage de Rob, que lui, on va apprendre un peu plus loin que sa sœur a été tuée dans Vendredi 13 2. Fait qu'il y a un lien avec le 2e film. Mais là, où est-ce qu'on en parle? Ben, on sait pas c'est qui. C'est quelqu'un qui se promène dans le bois puis qui veut faire du camping. Trish et Tommy vont le ramasser parce que il va avoir tombé en panne, puis lui, il va les avoir aidés à régler leurs problèmes, puis ils vont le lifter exactement où qu'il s'en allait. C'est pas très clair, mais il voulait juste aller camper. Tommy va l'amener dans sa chambre. Puis on va voir toutes sortes de choses là, que Tommy fait, toutes des créatures, puis comment il est talentueux. Dans le fond, le personnage de Tommy est plus ou plutôt un hommage au gars qui fait les effets spéciaux, là, ou tous les meurtres. Là. Il y a Tom Savini qui est revenu, qui était là dans le premier film, qui avait fait toutes les prothèses, puis toutes les manières, tout ce qu'on voit visuellement, ben, c'est lui qui est à l'arrière de tout ça. Puis on fait comme un hommage, on a comme créé un mini Tom Savini avec le personnage de Tom ou Tommy. Fait qu'on va se ramasser au soir. Comme j'ai dit, nos personnages ont l'air comme être un peu. On a l'air d'un côté à pas se connaître. Il va y avoir les jumelles qui vont savoir joindre à nos campeurs. Puis ils vont jouer à des jeux. Puis là, ben, il y a une des jumelles qui va gagner un jeu, puis finalement, ben, elle va voir comme sauter dans les bras à Paul, que lui, il sort avec Samantha, puis c'est sûr que Samantha, ben, elle aime pas ça. Puis elle va sortir dehors, puis elle va choisir d'aller se baigner nue. Ça va être un des cas que je disais que le réalisateur, il y avait eu comme des problèmes sur le plateau. La fille était en train de geler carrément là, dans le lac, parce qu'elle n'est pas bien habillée, puis le lac était très froid. Jason, lui, il y avait une soute pour pouvoir se garder au chaud, mais elle a absolument rien. Il était en train de mourir d'hypothermie. Fait que il y avait eu un problème, puis Jason a failli, ou Ted White, l'acteur, ben, il a failli foutre le camp. Puis je peux comprendre, parce qu'en bout de ligne, elle est en train de virer bleue carrément. Là, fait que, en tout cas, c'est des petites choses de même qui montrent que le réalisateur, il a peut-être pas toute sa tête, puis il essaie de faire un film, puis il se fout pas mal du monde qui sort sur le plateau.
Samantha, elle va se faire tuer une fois qu'elle va être dans le bateau. Puis Paul, il va comme un peu s'en dire cheap, puis il va sortir, puis il va sauter là, dans le lac, aller la rejoindre, puis finalement, il va se rendre compte qu'elle est morte. Jason, il va être sous l'eau, puis il va comme le soulever avec un harpon, puis il va le tuer, là, naturellement. Je me dis juste, le meurtre de Samantha, où elle va se faire tuer avec le couteau de Jason, rentrer par en tour, c'est encore une fois, c'est brutal. Puis le meurtre de Paul, c'est quelque chose de mémorable là, pour la série, vraiment, là, qui est comme soulevé avec le harpon, dans un endroit où je voudrais vraiment pas me faire rentrer dedans avec un harpon. Je me dis, est-ce que c'est le harpon que Shelley avait dans le Vendredi 13-3, puis Jason est allé rechercher l'harpon? Je le sais pas exactement, mais en tout cas, je me dis juste qu'est-ce qu'on fait avec un harpon sur le bord du lac. Là? Je veux dire, ça a comme pas rapport, mais à quelque part, Jason aussi qui a ramassé ça, il doit avoir ramassé ça à la fermette de Vendredi 13-3, mais en tout cas. Je suis certain que ça n'a même pas rapport, mais en tout cas, je me dis, je viens juste sur le spot de passer à ça. Fait que le fait que Paul écrit en se faisant tuer, il y a Rob qui est dans sa tente puis qui va entendre des cris. Il va comme chercher dans le bois, dans le fond, aller voir où les cris viennent. Pendant que lui n'est pas là, Jason va avoir passé en arrière de lui, puis il va avoir tout démoli là, sa tente. Je sais pas, mais Jason, ça ne tentait pas de juste attendre une minute peut-être, là, voir que le gars allait retourner à sa tente et puis peut-être le tuer. Quelque chose qui marche pas exactement là, dans cette idée-là. Pourquoi est-ce que Rob, qui veut, dans le fond, comme venger sa sœur, parce que si, mettons, il veut pas venger sa sœur, qu'est-ce qu'il veut faire? T'sais, il veut tout de même pas juste être là pour être là. Je veux dire, ça marche pas, là. Fait que, à quelque part, si maintenant il voulait venger sa sœur, il aurait comme crié après Jason là, puis finalement, il serait battu, puis il serait passé d'autre chose. Mais en tout cas, Rob, il fait rien, puis ça termine là. On va suivre dans la maison des campeurs. On va avoir la première jumelle que, dans le fond, elle, ça marche pas. Il y a l'autre, sa sœur. Elle s'est pognée JB, puis elle est partie coucher avec. Puis elle commence à trouver le temps long, fait que elle veut partir. Puis je trouve que c'est peut-être le meurtre. Il y a un autre meurtre là, qui s'en vient aussi que je trouve un petit peu drabe. Ça va être plus artistique par contre, où ce qu'elle va sortir, puis on va voir les ombres des personnages. Puis Jason va arriver en arrière, puis il va la tuer avec une genre de fourche. Comme j'ai dit, c'est plus artistique. Puis, mais c'est correct. Mais je trouve que c'est un meurtre gratuit, puis qu'il n'y avait pas comme de raison d'être. On dirait qu'il ne savait pas quoi faire exactement avec ça. Puis là, la pluie a commencé, fait que ça fait peut-être un petit peu logique un peu des fois qu'il y a des sons qui sont cachés, que le monde crie, on s'en rend pas compte tout à fait. Il va y avoir Madame Jarvis qui va arriver à la maison, qui était comme partie courir, puis finalement, il n'y a personne à la maison. Elle va sortir dehors, puis elle va garder comme dehors vide de même, comme pour aucun rapport. Elle va juste se tenir dans la pluie, puis elle va garder dehors, puis on va supposer que Jason l'a tué là. Pas trop longtemps après, Trish et Tommy vont arriver à la maison, puis ils trouveront pas leur mère. Trish, elle va décider de partir dans les bois pour essayer de trouver leur mère, puis elle va tomber sur Rob, puis c'est là où on va avoir un peu l'historique de Rob, que lui, c'est ça, il avait sa sœur dans le deuxième film qui s'est fait tuer, puis qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi que lui il est là. Mais en tout cas, comme j'ai dit, pourquoi qu'il a pas sauté après Jason une fois qu'il l'a vu tantôt, ça a comme pas rapport. Pendant ce temps-là, on va avoir comme tous nos autres personnages là, qui vont se faire éliminer un par un. Ça va commencer par Jimmy, qui est interprété par Crispin Glover. Pour ceux qui ne s'en ont pas rendu compte, c'est le père à Marty McFly là, dans la série des Retours vers le futur. Lui, dans le fond, il va comme se la péter, si on veut, là, à montrer à Ted que finalement, il a couché avec une des jumelles. Puis il va aller dans la cuisine, puis il va chercher une autre bouteille. Puis finalement, Jason, lui, il savait qu'il chercherait une autre bouteille. Puis il va comme. Il est tempé dans la main, puis Jimmy va se retourner de bord, puis il fout une machette en face. C'est un meurtre que je trouve qui rentre à 100 à l'heure, qui est peut-être mon meilleur meurtre dans tout le film. Je veux dire, juste la manière que c'est monté. Même si ça n'a fait pas de sens que Jason, il avait déjà le débouche-bouteille dans les mains, ça a comme pas rapport tout à fait.
Mais l'exécution du meurtre, je trouve qu'il est bien réussi, puis il est vraiment efficace. Là, il va y avoir quelque chose qui marche pas tout à fait parce que dans le montage, Jason va monter en haut, puis il va prendre la jumelle par la fenêtre, la deuxième, puis il va la tirer en dehors. Pourquoi est-ce que personne entend des fenêtres qui cassent? Je veux dire, il y a juste des portes qui retiennent, là, quelque part. Pourquoi que personne entend? Je le sais pas. Mais peut-être qu'avec toute la pluie puis le tonnerre, tout ça, le monde n'entend pas tout à fait. Mais tu sais, des fenêtres qui cassent, je veux dire, on peut l'entendre. Là. À moins d'avoir vraiment là, des chambres bien insonorisées, ça serait possible. Là, mais je suis pas sûr qu'une maison là, dans le fin fond du bois est super bien isolée pour les sons à l'interne. Là, en tout cas. Fait que ça marche pas tout à fait en fait de logique. Mais tu sais, c'est pas la première fois. Là, on l'avait vu aussi là, dans le dernier film là, qu'il y a des choses qui marchaient pas. Jason est en haut de la maison, il redescend en bas, puis il remonte en haut. Ça marchait pas, ben on a un peu là, la même affaire dans le film d'aujourd'hui. Je dis pas que c'est un hommage, là, mais c'est quelque part, je pense que c'est une question là, de les éditeurs qui ont édité le film. Ils ont édité le film, mais il était comme un peu pressé par le temps parce que dans le fond, le film devait sortir là, quelques semaines plus tard, même s'il avait été repoussé de 6 mois, ben il était quand même édité rapidement. Puis d'après moi, ben, il y a des petites affaires de même là, qui ont souffert par la suite. Parce qu'on va voir que Jason va être retourné où ce que Jimmy s'est fait tuer. Puis après ça, il va décider d'aller tuer Ted, qui était juste à côté, puis qui est en train d'écouter là, des vieux films porno. Il va comme le poignarder au travers là, de la toile, qui est peut-être un meurtre un peu drabe aussi, comparé à ce qu'on a vu depuis le début du film. La jumelle, je n'ai pas parlé dans le fond là, de comment elle s'est fait tuer. Oui, elle s'est fait sortir par la fenêtre puis elle est tombée sur la voiture. C'est sûr que ça ne doit pas faire nécessairement du bien, mais c'est drôle parce que plus tard, il y a un personnage aussi qui va sauter par la fenêtre, puis elle va survivre. Pourquoi est-ce qu'elle ne survit pas? C'est sûr que tomber sur une voiture, ça fait pas du bien, ça peut être assez pas très bon pour la santé, mettons. Mais pourquoi est-ce qu'elle en meurt directement? Tu sais, c'est pas si haut que ça. C'est sûr que elle devait mourir éventuellement, là. Mais je sais pas, c'est parce que surtout qu'on va avoir comme un parallèle avec ce meurtre-là un peu plus loin, puis que l'autre, elle va survivre sans trop de problèmes. Pourquoi qu'elle meurt là? OK, c'est beau, on voulait juste tuer les personnages une à la suite de l'autre, puis trouver des manières de les tuer, mais juste parce que dans ce film-là, on peut montrer que quand on saute d'un deuxième étage, on peut survivre. Pourquoi que elle survit pas? C'est plus ça que je suis en train de me poser comme question. Là, il va nous rester juste les deux personnages là, de Doug et Sarah, qu'eux autres, ils n'étaient pas un couple, puis elle, Sarah, ben, elle a décidé quelque part qu'elle était attirée par Doug, puis finalement, ben, eux autres, ils vont se taponner dans la douche, puis Sarah va sortir, qui va laisser juste Doug tout seul dans la douche. Ça fait peut-être un parallèle avec Vendredi 13-3, mais qu'on va juste inverser le sexe. Ça va être un gars qui va être dans la douche au lieu d'être une fille qui était dans la douche là, dans le troisième film. Puis que la fille s'était pas fait tuer là, dans le troisième. Puis là, ben, lui, il va se faire ramasser carrément. Un autre fois où que l'acteur va s'avoir fait ramasser là, par l'acteur, qu'il y avait des problèmes encore sur le plateau, où que l'acteur qui se fait ramasser la face, ben, il n'y avait pas nécessairement là, de protection contre sa tête. Ça fait encore des frictions. Mais ce qu'on va se rendre compte là, avec cette scène-là, c'est que la première fois où on va bien voir la face à Jason, ce qu'on n'avait pas vu là, depuis le début du film, puis on est rendu là, on a tué pas mal tout le monde, puis là, c'est le temps là, qu'on mette carte sur table, qu'on voit que c'est bien Jason, que c'est pas un imposteur. Doug, il va se faire renforcer la face dans le fond là, de la douche. Puis une fois que Sarah va revenir dans la salle de bain, elle va se rendre compte que Doug il s'est fait tuer. Elle va courir en bas, puis Jason va avoir été dehors. Lui, il va avoir sorti par je sais pas où, mais il va lancer une hache au travers de la porte. Ça, je veux dire, ce meurtre-là, j'ai parlé qu'il y avait un meurtre plus loin tantôt que je trouvais drabe, puis par rapport, ben, ça, c'est comme ce meurtre-là, il vient comme de nulle part. Je trouve que, comparé avec tout ce qu'on a vu depuis le début du film, ça sort de nulle part. On savait pas exactement quoi faire avec ce meurtre-là, on dirait.
Puis ça sonne comme un peu un oubli. Vous dirait qu'on savait qu'est-ce qu'on allait faire avec chaque personnage, on les envoyait à telle place, puis tout ça, on avait comme tout préparé les choses. Mais là, elle se sauve, puis il y a un Ash qui passe au travers de la porte. Je sais pas, ça fait vraiment... on a oublié de trouver une manière pour la tuer, ou on a manqué de temps, ou quelque chose de même. Je trouve qu'on aurait dû avoir un autre genre de meurtre. Peut-être que Jason aurait dû tuer les deux dans la douche. Ça aurait mieux été au lieu d'avoir juste ça, que ça termine de même. Puis on dirait qu'il n'y a pas de pensée en arrière. Alors, Trish et Rob reviennent à la maison des Jarvis. Tommy attendait là, puis là, ben, il se demande qu'est-ce qui se passe vraiment avec sa mère. Ils ont comme des doutes que peut-être qu'elle s'est fait tuer, mais ils n'ont pas la certitude. Fait que ils vont décider d'aller voir l'autre bar en face, voir s'il y a quelque chose, il y a de l'activité l'autre bar. Ils vont laisser Tommy dans la maison, mais eux autres vont traverser. Je sais pas si c'était une bonne idée là, de laisser Tommy tout seul, rendu là. S'il y a un tueur en liberté, ben peut-être qu'ils sont mieux de se garder en groupe. Surtout qu'eux autres, ils vont partir avec le chien en plus. Je sais pas. Fait qu'ils vont se ramasser là, dans la maison des campeurs. Il y a Rob qui va descendre au sous-sol. Je sais pas qu'est-ce qu'il va faire au sous-sol rendu là, parce qu'il va comme rester là. Le temps que Trish, elle monte dans la maison un peu et qu'elle fouille, pourquoi est-ce qu'ils se séparent en plus dans la maison? C'est pas tout à fait logique. Il y a Gordon, le chien, qui va être envoyé par la fenêtre. Je sais pas exactement si le chien il a eu peur ou il s'est fait tirer par la fenêtre. C'est pas tout à fait clair. Mais si Jason était en haut, pourquoi il est dans le sous-sol pour tuer Rob par la suite? Ça marche pas encore en fait là, de logique de où ce que Jason est. Trish, elle va se rendre compte qu'il y a des personnes qui ont été tuées au 2e étage. Fait qu'elle va descendre dans le sous-sol, elle va rejoindre Rob. Rob va échapper son couteau, puis il va redescendre en bas, puis Jason va apparaître. OK, c'est parce que Rob était tout seul dans le sous-sol tantôt, puis Jason était où? Puis pourquoi qu'il l'a pas tué pendant que Trish était tout seul dans la maison, ailleurs? Tu sais, pourquoi? En tout cas, ça marche pas tout à fait. Rob va crier que Jason est en train de le tuer. C'est basé sur une idée que le réalisateur avait vue dans un journal une bonne fois, où il y avait quelqu'un qui se faisait tuer dans les rues d'une ville. Puis la fille a crié, ben il est en train de me tuer, il est en train de me tuer. Puis finalement personne réagissait. Fait qu'il trouvait l'idée horrible. Puis il a juste comme incorporé ça là, dans le film. Fait que Trish, elle va courir à la maison de Jarvis. Puis elle va aller chercher Tommy. Elle va essayer là, de tout bloquer les fenêtres avec des clous. Puis bloquer la porte, tout. Jason, il va lancer Rob par la fenêtre, puis il va avoir un genre là, de masse avec un pic là, de rentrer dedans. En tout cas, ça va pas l'air être exactement la même affaire que Jason l'a tué avec. Mais en tout cas, on voulait juste mettre autre chose. Je sais pas exactement là, qu'est-ce que Jason, s'il a pris plus qu'une affaire. T'sais. On voit quasiment rien là, quand Rob se fait tuer. Puis là, ben, tout d'un coup, on voit qu'il y a quelque chose là, de planté dans la tête. Fait que Jason, il va rentrer en faisant exploser la porte. Il va rentrer dedans, mais ça va carrément là, tout péter au complet. C'est comme pour montrer un peu la force de Jason. Fait qu'il va comme se cacher en haut. Dans la chambre à Tommy. Puis je me dis juste à quelque part, pourquoi est-ce qu'ils ont... tu sais, il n'y avait pas quelque chose qui aurait pu se servir dans la chambre à Tommy avec toutes les phases de mort, ces affaires de même. Pourquoi que, tu sais, au pire, Jason n'a pas vu quelque chose là, qui leur ressemblait, tout ça. Tu sais, c'est ça un peu que je trouve un petit peu étrange là, comme idée. Tu sais, c'était vraiment juste un hommage à Tom Savini. Il n'y avait pas d'idée qu'on a voulu incorporer dans le scénario. Là, on va tirer une télé sur la tête à Jason, ce qui va vraiment comme un peu rien faire. Dans le fond, ça va l'assommer un petit peu, mais c'est tout. Si un Ash est pas capable de tuer Jason, qu'il a reçu une dans la tête, pourquoi est-ce qu'un téléviseur le tuerait? C'est sûr que les télés dans le temps, c'était vraiment là, massif, puis... ils sont massifs aujourd'hui, mais c'est parce qu'ils sont plus minces, ils ont de l'air moins dangereux. Là. C'est sûr qu'à recevoir un téléviseur sur la tête, j'aimerais pas plus ça aujourd'hui que dans le temps. Mais c'était des télés, juste pour la petite affaire, c'était lourd comme tout. Là, Jason, il va avoir comme un choix à faire. Est-ce qu'il va tuer Tommy, qu'il avait comme
plus la chance d'être sûr et certain de le tuer à l'endroit, ben, il va comme avoir un choix. Il va décider de courir après Trish. Ce qui est comme un peu le choix quasiment logique en bout de ligne. Mais encore une fois, on va pas montrer Jason vraiment violent envers des enfants. Il a fait le choix de courir après Trish. Puis encore une fois, on voit la stature imposante là, de Ted White, l'acteur, qui court après Trish. Puis Trish, elle va courir dans l'autre maison, puis elle va se tirer par une fenêtre. Comme j'ai dit tantôt, elle va survivre à ça, puis l'autre n'a pas survécu. OK, l'autre, Trish, elle est tombée carrément à terre. Le sol est peut-être un petit peu plus doux qu'une voiture. Il y a peut-être ça, mais en tout cas, les deux, je pense que ça pouvait être autant dangereux l'un que l'autre. Pendant ce temps-là, Tommy, il va avoir trouvé les affaires à Rob, puis il va avoir décidé de se raser la tête pour je sais pas quoi exactement, parce que là, Jason va avoir rattrapé Trish à la maison. Puis Tommy va descendre, puis il va dire est-ce que tu te rappelles de moi? Je veux dire, il va essayer de faire un parallèle avec Jason enfant, mais je veux dire, est-ce que Jason se rappelle de lui-même? Je veux dire, ça marche pas tout à fait comme pensée, là, mais on essaie de, comme téléspectateur, de comprendre ça. Je pense que c'est ça qu'on veut nous passer comme idée, que Jason il va se rappeler là, de lui-même, ou en tout cas qu'est-ce qu'il a déjà été. Ça fait un parallèle dans le fond avec Vendredi 13-2, avec la fin où on avait vu la mère de Jason revenir puis jouer dans la tête à Jason. Trish, elle va servir de ça, que Jason il est distrait, puis dans le fond elle va y foutre une machette sur le bord de la tête. OK, on va dire que oui, les effets, ça paraît que c'est un mannequin, là, que c'est pas quelqu'un qui s'est fait foutre une machette sur le bord de la tête. Mais j'adore comme tout ça, cette petite scène-là où Jason il va tomber à terre, puis la machette va comme tout déformer la tête, tout ça. Oui, c'est un mannequin, mais juste comme tout voir ça, moi j'ai jamais vu quelqu'un avoir une machette sur le bord de la tête puis qui tombe à la tête puis tombe à terre et voir exactement qu'est-ce qui va se passer avec sa tête par la suite. Moi je veux dire, j'ai jamais vu ça. Fait que moi dans ma tête, ça doit être assez réel quelque part, même si je sais que ça se passera pas exactement de même. Mais j'adore juste comment c'est fait tout ça. Là. Je veux dire, c'est brutal, c'est sec, puis, je veux dire, ça rentre au poste. Tout se passe là, tout en séquence assez rapide. On va voir que Jason, il bouge encore à la suite de ça. Puis, dans le fond, Tommy, il va attaquer Jason jusqu'à temps que Jason, je sais pas, il n'existe plus ou quelque chose de même. Encore une chose qui s'était passée sur le plateau de tournage, supposément que l'acteur Corey Feldman, qui fait le personnage de Tommy, il tripait pas bien sur le réalisateur, puis on lui avait dit frappe sur les sacs de sable. Puis en bout de ligne, lui, l'acteur dans sa tête, pour passer au travers là, des émotions, pour montrer qu'il est comme enragé, il pensait au réalisateur comme s'il était en train de le frapper. C'est un peu macabre comme idée, mais en tout cas, c'est ça que j'ai comme information. Mais est-ce que Jason doit mourir par son arme principale, si on veut? C'est un peu poétique, si on veut. C'est l'arme qui l'a détruit. Est-ce qu'on avait peut-être pu mettre une fin plus définitive, quelque chose de même, qui se fait couper la tête? Probablement qu'éventuellement, il se fait couper la tête avec tous les coups que Tommy donne. OK, c'est comme logique à quelque part, si on suppose qu'il frappe éternellement. Mais par logique, à force de se faire frapper, c'est sûr qu'il va mourir. Mais on parle de quelqu'un qui a eu une hache dans la tête, puis que là, il y a eu une machette qui a arraché la moitié de la tête, puis qui bouge encore. Fait que c'était peut-être juste un air aussi, là. C'était peut-être pas lui qui bougeait, là, mais en tout cas. Jason va mourir là définitivement. Puis là, on a une scène aussi, si on fouille sur le DVD ou le Blu-ray, on a une scène supprimée où on nous avait donné peut-être plus un dernier coup de peur là, qu'on essayait de faire là, dans les 3 premiers films. On va l'avoir coupé pour le montage final du film. Je sais pas exactement pourquoi. Il y a Trish qui se réveille le lendemain, ils sont restés comme dans la maison, puis finalement elle va trouver le corps de sa mère, puis Jason va être juste à l'arrière. Ça va être un rêve, mais tu sais pourquoi on l'a pas incorporé. Peut-être qu'on s'est dit, regarde, ça devient comme redondant là, après le 4e film, on a refait la même affaire.
Peut-être qu'on voulait juste essayer de faire autre chose. Puis je trouve que dans le fond, c'est une bonne idée. Pourquoi qu'on l'a pas fait, je sais pas exactement, comme j'ai dit, mais juste qu'on saute tout de suite à l'hôpital, puis que Tommy et Trish se retrouvent à l'hôpital, puis qu'on termine avec un genre de regard de Tommy qui, je sais pas exactement, ça joue juste dans la tête. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Est-ce que Tommy va être le nouveau tueur? Quelque chose de même? La manière que c'est montré, tu sais, c'est ce qui se passe dans ma tête. La prochaine fois, ben, ça se peut qu'on ait Tommy si, mettons, on a une suite ou pas. Je veux dire, c'est ça qu'on essaie de placer, qu'il y a quelque chose qui marche pas là, dans la tête à Tommy. En conclusion, c'est sûr que la formule des Vendredi 13, c'est pas mal la même formule qu'on a là, depuis les trois films avant, puis ce film-là, il fait pas exception, il y a pas mal la même idée. Sauf que cette fois-là, on dirait qu'on l'a fait mieux. Je sais pas, tu sais, la dernière fois, OK, on avait un petit peu échappé plein d'affaires, là, en fait, d'histoire, puis en fait de logique, puis il y a des affaires là, qu'on avait comme oubliées. Mais on dirait qu'on a pris le meilleur des trois premiers films, puis on a fait un film d'horreur qui il se tient pas au point de vue logique partout. Sauf que tous les meurtres, tous les montages pour se rendre au meurtre, il y a des choses, comme j'ai dit, il y a des choses qui marchent pas. Mais je trouve que au final, on embarque plus. Pour moi, là, on a le meilleur des 4 premiers films aujourd'hui. Le deuxième était assez puissant, mais celui-là d'aujourd'hui, il y a peut-être des choses qui marchent un petit peu moins que dans le deuxième film. Mais toute la manière qu'on tue Jason, comme j'ai parlé, là, avec la machette sur le bord de la tête, toutes des affaires visuelles qui sont tellement plaisantes à voir. Les meurtres de Paul, le meurtre de Jimmy, le meurtre de Doug dans la salle dans la douche. C'est tous des meurtres que je trouve qui ressortent du film, puis qui fait que on est là pour voir les manières que les gens se font tuer, puis on en a beaucoup, puis on a toutes des manières où on peut arriver et dire ouais, ben j'aimerais pas ça tout à fait me faire enfoncer la tête dans le fond de la douche, j'aimerais pas ça recevoir un harpon entre les deux jambes, comme qu'en même temps, ben j'aimerais pas ça me faire virer la tête à 180 non plus. Fait qu'il y a plusieurs affaires de même dans le film qui fait que même si des fois, en point de vue logique d'où ce que Jason est, ou des logiques, point de vue les personnages, là, que ils se connaissent-tu quasiment, là, ou ils se tiennent-tu ensemble, qu'est-ce qu'ils font là exactement? OK, il y a des choses de même là, qu'on peut se poser comme question, mais on est là plus pour voir des gens se faire tuer, puis on nous les montre en pleine face, puis on fait ça bien dans la totalité. Fait que, comme je dis, là, c'est un verre solide, puis c'est le verre le plus solide là, qu'on a là, depuis le début là, de cette série-là. Fait que c'est pas mal ça pour aujourd'hui. Le prochain épisode dans cette rétrospective-là, on va parler de Les Griffes de la Nuit. Ça va être notre premier podcast sur le personnage de Freddy. Ça va être quelque chose de totalement différent. Mais on reste dans l'univers du slasher. Ça va être le plus gros compétiteur à Jason. Peut-être que là, on est dans le top des slashers dans le temps. Là, on est en 84. On est dans l'ère où on en sortait beaucoup, mais on avait toujours comme Vendredi 13 le plus populaire. On va avoir Freddy qui va se rajouter là-dedans, qui va juste comme pimenter un peu là, la compétition, puis trouver d'autres choses dans les manières là, de tuer du monde, puis qui ne sera pas juste une copie directe là, de Vendredi 13, qui va apporter quelque chose d'autre, puis que là, qui va vraiment partir la compétition entre les deux personnages. Entre-temps, je vous invite à suivre Premier Visionnement sur Facebook ou Twitter pour pouvoir voir qu'est-ce que je vais sortir entre-temps, ou sinon aller sur le site premiervisionnement.com, comme j'ai dit au début de l'épisode. Vous allez voir tout ce qui est sorti, puis même les séries rassemblées sur le site internet. Alors, d'ici le prochain épisode, l'ordinateur dit bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film.
Les opinions qui se sont dites sont les miennes et ont pour but de mieux comprendre le film et ou trouver un sujet de discussion et non de servir comme version officielle ou définitive du film discuté ici. N'oubliez pas de suivre la page Facebook de Premier Visionnement pour être informé de nouveaux podcasts. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur plusieurs plateformes, dont Spotify, YouTube et Stitcher. Merci et au prochain épisode.